voir le Black History Month toujours dans le même principe, c'est éduquer notre population afro à connaître son histoire. C'est-à-dire, c'est pour moi, je dirais même que Carter G. Woodson, c'est même le père de l'afrocentricité. Bonjour à tous et bienvenue au Goûter panafricain, épisode 10, le podcast dédié au panafricanisme et à la culture afro, à la communauté noire. Et je suis content aujourd'hui de vous parler, on va vous parler du Black History Month. Donc c'est le mois pour célébrer l'histoire noire. Et aujourd'hui, autour du podcast, j'ai mes fidèles acolytes. On a juste en bas à gauche qui fait des petits signes. Aton, comment tu vas, Aton? Peut-être pas tous, peut-être encore, ce Black History Month, ça parle des Noirs, donc moi je suis toujours là. Donc si ça parle d'Afrique, on est là. Yes, il est toujours présent. En haut à droite, il sourit, le président africain du monde. Thibaut Oubou, comment tu vas? Je vais très très bien, merci beaucoup et merci pour le travail, merci pour le soutien et merci surtout pour cet engagement à informer au maximum tout le monde et en particulier les Africains à travers le monde. Parfait, parfait. Alors Thibaut, ton image, elle bug un peu, je crois qu'il y a un petit décalage aussi avec le son. Peut-être faudrait que tu rapproches soit ton portable ou l'écran, mais il y a un petit Là, décalage. Ouais, l'image, on te voit embrouillé. Là c'est bon. Euh, Et là c'est bon. on t'entend au niveau du son, mais c'est juste l'image qui est un petit peu brouillée. Mais bon, on va faire avec. Ah ouais. Ouais. Et Pourtant, moi ici à la réception elle est claire. ok, bon, on va continuer comme ça. Et en haut à gauche, c'est notre invité mystère, c'est Ashen Sout. Comment tu vas, Ashen Sout? Je vais très bien, merci donc encore une fois donc, de m'inviter. Merci donc à mes compagnonnistes, Africain du Monde Thibaut, et puis Hank Seneb qui nous dit bonjour et qui est donc Aton. Et puis sur un thème qui nous intéresse particulièrement, c'est le Black History Month. Merci à vous. Très très bien. Alors pour introduire ce Black History Month, alors d'où ça vient? Ça vient des États-Unis. Officiellement, ça a été sponsorisé, enfin ça a été mis en avant par le président général Ford en 1976. Mais en fait, l'histoire, en fait, ça a démarré beaucoup plus tôt. Ça a démarré en 1915. C'était 50 ans après le 13e amendement aux États-Unis qui a aboli l'esclavage. Donc ça a été aboli en 1865. Et donc en 1915, donc à cette date, il y a eu un historien qui venait d'Harvard, qui s'appelait Carter G. Woodson, un Afro-Américain, accompagné de J.C. Moreland, qui ont fondé une association, une organisation dédiée à promouvoir les achèvements des Noirs et des descendants africains dans l'histoire américaine. Donc ça a été le début, ça a été les prémices. Et ils avaient décidé de faire une semaine de promotion de l'histoire noire. Ensuite, cette idée a été prise en compte et a été mise en avant à partir des années 60 avec le mouvement des droits civiques avec Martin Luther King. Et là, ils ont décidé de faire quelque chose de plus grand, de faire un mois, au lieu de faire une semaine, que ce soit vraiment le Black History Month. Mais ça a vraiment été en 1970 que ça a été officiel, en 1976 que ça a été officiel grâce au président Gerald Ford qui a voulu mettre en avant les accomplissements des Noirs qui ont été trop souvent négligés. Ça, je cite, hein, c'est ce qu'il a dit. Donc mettre en avant les accomplissements des Noirs qui ont été trop souvent négligés dans notre pays. Et il faut savoir que le Black History Month est célébré aux États-Unis, surtout dans les pays anglophones, donc au Canada et au Royaume-Uni. Donc petit tour de table pour démarrer. Qu'est-ce que ça vous évoque, le Black History Month? On va commencer par toi, Aton. Je vais te faire démarrer et ensuite ça va être Thibaut et on va finir par Ashensu.
moi, c'est vrai que le Black History Month, c'est le mois, on est en plein mois de février, c'est le mois. Oui, excuse-moi avant de te couper. C'est vrai que le Black History Month, c'est du 1er février au 1er mars. Voilà. Voilà, exactement, du Et 1er ça mars. correspond, et excuse-moi encore de Ouais, te couper, ça correspond en fait à l'anniversaire de Abraham Lincoln qui était au mois de février, non, et aussi de Frédéric voilà, Douglas qui c'est pas, était. je vais pas faire la promotion d'un Lecoderme, on va plutôt faire la promotion des nôtres, même Voilà, si, Frédéric Douglas était métis, c'est ça. et il a épousé aussi une Lecoderme. Donc, mais quoi qu'il en soit, on va plutôt faire la promotion de ce monsieur, parce que son histoire est aussi palpitante que celle de Carter G. Woodson. Et c'est vrai que Carter G. Woodson, à la base, c'est une famille de 7 enfants. Il est le quatrième de la fratrie. Le quatrième de la fratrie, on sait que c'est pas l'enfant le plus choyé. Il commence ses études à l'âge de 20 ans. Et il fait des études merveilleuses parce qu'il finit, c'est le deuxième noir, comme tu l'as précisé tout à l'heure, qui sort de Harvard. Mm. Harvard, c'est pas n'importe qui. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses. Et on peut voir le Black History Month toujours dans le même principe, c'est éduquer notre population afro à connaître son histoire. C'est-à-dire, c'est pour moi, je dirais même que Carter G. Woodson, c'est même le père de l'afrocentricité. Ça veut dire quoi? Ok, Ça veut dire qu'en fin de compte, il faut connaître son histoire d'abord avant celle des autres. bien sûr. Et ça veut dire beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on est le seul peuple qui avons été déportés en dehors de l'Afrique, aux États-Unis notamment. Et là-bas, bah, c'était très difficile parce qu'ils ont perdu leurs racines. Et ce que dit Carter Woodson, c'est que aux États-Unis, vous êtes perdus. Il faut vous approprier votre histoire africaine, afrocentrique, pour que vous puissiez comprendre qui vous êtes et pour progresser un jour. Et l'objectif du Black History Month, c'est de l'installer aussi, je l'espère, dans la section francophone, dans notre diaspora, et pourquoi pas un jour l'installer en Afrique. Voilà. Exactement, parce que c'est vrai que le Black History Month, comme je disais, il est très ancré dans la culture anglophone, mais il n'est pas encore en France. Je vais vous poser la question après, savoir pourquoi. Alors, bah, j'ai posé, il y a Thibaut qui est parti, je vais poser... ah non, tu viens de revenir. Bah, Thibaut, je voulais avoir ton avis, toi, sur le Black History Month. Tu viens d'arriver. Oui, en tout cas, j'ai écouté Aton vraiment avec une oreille très attentive. Et toi aussi, hein, c'est bien développé, bien introduit. Effectivement, c'est que avec les événements que nous avons subis, les guerres qu'on a eues et les occupations de nos territoires que nous avons eues, l'histoire de l'Africain dans sa zone de résidence a été complètement effacée. Donc, ça a été effacé et on a imposé une nouvelle histoire à tous ceux qui habitaient notamment aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs. D'où cette nécessité, en fait, de parler de nous, de notre histoire, parce que on est là, on existe, et on ne peut pas vivre sans histoire. Et donc, vraiment, là, ça permet de situer, en tout cas au niveau des États-Unis et au niveau aussi du Canada, que ben, ils sont là, ils existent, ils ne sont pas absents. Ils ne peuvent pas que apprendre que l'histoire des autres et eux-mêmes être absents de leur propre environnement. C'est ça, parce Au que... niveau continental, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que au niveau continental, c'est la même chose. L'Afrique, l'histoire africaine, elle est pratiquement pas connue. Elle est pratiquement pas connue jusqu'à ce que Cheikh Anta Diop arrive à écrire l'histoire de l'Afrique pour que petit à petit, ça soit accepté. Et encore dans les années, on va dire 90, 2000, c'est maintenant que l'histoire africaine commence à être ouverte à tout le monde, mais il n'y a pas réellement un événement précis qui fait que on se réfère à ça. L'école non plus, puisque en ce qui concerne la majorité des pays africains, le contenu de l'histoire enseignée à l'école est fait à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est fait en Europe, en France ou en Angleterre. Donc du coup, ils vivent sans leur propre histoire. C'est-à-dire que
en restant sur place, ils sont complètement niés. D'où cette nécessité qui est vraiment très importante. Mais moi, ce que j'aimerais, il faut aussi qu'on arrive à créer des événements qui permettent à l'Africain d'être posé et d'être centré. Il faudrait qu'on arrive à faire aussi le mois de la réparation. Le mois de la réparation. Le mois de la réparation pour les États qui n'ont pas encore réparé et pour surtout les victimes. Parce que c'est vrai, on parle de l'histoire, c'est très important. Il faut que ça soit inscrit dans les écoles, dans les familles et même dans l'urbanisme. Il faut qu'on le sente. Mais il faut aussi qu'il y ait réparation pour que réellement il y ait existence. Donc il faudrait qu'on travaille pour mettre en place ce type d'événement, réparation, soit sur un mois, soit sur l'année de la réparation. Il y a ton image Dans cette année de la réparation. il y a ton image toujours qui bug un peu. Ouais, il y a des petites coupures. Ah, tu bug un peu. Et ouais. Là, c'est mieux. Là, c'est un peu mieux, ouais. D'accord. Et là, en fait, tu as un décalage entre ton son et donc, ton image. Et l'image. Ouais, même moi, il y a un petit temps entre quand tu m'entends et quand tu parles. Il y a un petit temps de latence. Ouais. D'accord. Ok. Là, c'est bon un peu. On peut y aller. Vas-y. Je te laisse terminer. Non. Et là. Ouais, là, vas-y. Tu peux terminer. Vas-y, on va voir. Oui. Donc, je disais qu'il faudrait qu'on arrive à créer aussi des événements de réparation, comme par exemple soit le mois de réparation ou l'année de réparation. Ça permettra à la fois d'interroger tous les bourreaux, toutes les personnes qui aujourd'hui récupèrent tous ces mannes, tous ces trésors qu'ils ont pu avoir sous la colonisation, sous l'esclavage jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toutes ces entreprises qui vivent et qui fonctionnent très bien avec tout ça. Pour qu'effectivement, il y ait justice. Et à travers cette justice, ceux qui en bénéficient peuvent savoir que on va dire, leur trésor ne vient pas de nulle part et que ça vient forcément de la misère d'autres personnes. Très Voilà bien. un peu ce que je peux annoncer. Très bien. Merci à toi et on va finir sur Ashen Suit, sur ce que ça évoque pour toi le Black History Month. Alors, merci. Ce qui a été dit, donc c'est vraiment encore une fois donc des aliments qui peuvent nous nourrir de quelle manière? Tout d'abord, lorsque l'on dit Black History Month, lorsque je le traduis, parce qu'effectivement on est très dans une sorte d'américanisme, hein, même au niveau de la langue, hein, on peut le traduire de cette façon, le mois de l'histoire noire. Alors, c'est assez intéressant parce que tout d'un coup, les Noirs auraient une histoire qui aurait besoin d'être lue et reconnue. Donc les premiers à le faire, ce sont les Américains. Et tout à l'heure, donc en filigrane, tu posais la question justement, qu'en est-il donc justement dans les pays francophones, notamment en France? J'aurais tendance à dire, est-ce que c'est une question de mémoire, rendre hommage? Donc rendre hommage à qui? C'est aussi une question de s'emparer d'un combat. Parce que il faut le dire ici, lorsque l'on parle des Noirs, ce sont effectivement des êtres qui ont été martyrisés, déportés, stigmatisés, exploités. Donc, la question c'est, que veut-on inscrire, expliciter dans un récit? Tout à l'heure, vous avez indiqué, et on est tous à peu près d'accord, mais on est passé à côté, il me semble que le président Ford est quand même pas n'importe qui. D'accord? Et ça se fait effectivement aux États-Unis. Quand tu dis pas n'importe qui, tu peux développer? C'est-à-dire que le président Ford, il me semble, si j'ai bonne mémoire, est un démocrate ou un républicain. Thibault, est-ce que tu peux Attends, je vais regarder. Je vérifie. L'objectif, c'était de réunir des électeurs, et les électeurs noirs ont toujours une voix, donc on est dans une politique politicienne. Non, la question que je pose en vous renvoyant cette question, c'est pourquoi un président américain, qui soit républicain ou démocrate, ait la bonne idée malgré tout de s'emparer effectivement de cet événement-là.
Je vais faire le parallèle avec la France. Donc, peu importe que vous recherchiez donc, sur Internet, c'était juste pour vous mettre un petit peu au travail et puis pour dire qu'il y a quand même, on pose un acte qui est assez fort, c'est de s'emparer d'un événement. Et encore une fois, C'est un républicain. Ouais. Voilà, je le redis, comme la dernière fois par rapport au combat et en référence à comment il s'appelle, là là, j'ai le grand écrivain que j'aime beaucoup, là je vais prendre le livre. Frantz Fanon. Frantz Fanon, je vous expliquais qu'il était nécessaire que l'on puisse à un moment donné ne pas attendre des autres pour pouvoir faire. D'accord? Donc, que l'on cherche qui est Ford, vous savez de quoi je veux dire, de quoi il en retourne. En France, c'est Carfa Sirva Diallo. Diallo, c'est un nom qui semble être proche de l'Afrique. Et pourtant, lui, la lecture qu'il en donne est totalement différente du Black History Month. C'est-à-dire qu'il a institué donc, le Black History Month en France en 2018. Et en 2022, le 18 février, il pose donc une interrogation pour susciter le débat, qui est la suivante. Pourquoi la France a besoin d'un mois de l'histoire des Noirs? Je relis. Pourquoi la France a besoin d'un mois de l'histoire des Noirs? Parce que c'est le plus grand pays colonisateur au monde. Alors, Hachentou t'a posé la question. Il y a une chose, c'est que le représentant d'Africains du monde nous a parlé de réparation. Et que jusqu'à aujourd'hui, les afrodescendants attendent concrètement un acte fort par rapport effectivement à la reconnaissance officielle du préjudice porté à tout un peuple. Il y a d'autres peuples qui ont été indemnisés. Et ce n'est pas pour faire une concurrence, ce n'est pas être dans la quérulence, c'est juste poser les choses. Qu'est-ce que veut dire de s'emparer légalement, institutionnellement, des faits, des leaders, d'un combat qui a été mené par des vaillants guerriers à une époque pour la reconnaissance effectivement du noir légalement comme étant le fondement même de leur société capitaliste. Moi, c'est la question que je me pose. Et quelle est la place aujourd'hui de Carfa Sirva Diallo, qui, je le rappelle, est le président de l'association Mémoire et Partage. Voilà. Alors c'est vrai que là, tu viens d'évoquer la France, mais on va rebondir dessus. Comment ça se fait qu'en France, avec la population noire qui existe, comment ça se fait que on n'ait pas ce Black History Month? Je voulais avoir votre avis et ensuite je voudrais avoir aussi votre avis sur un autre point. Mais on va déjà pas aller sur ça. Comment ça se fait que nous, ici en France, Aton et Hachensoud, vous êtes allés au meeting de Kémy Séba, et encore merci à vous. Et vous avez fait ensuite des interviews du public. Et alors, on n'a pas mis toutes les interviews sur le podcast, mais voilà, je voulais un peu avoir votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez posé la question aux spectateurs s'ils connaissaient le Black History Month? Qu'est-ce que vous avez pensé? On a été vraiment surpris et vraiment on est enfin l'équipe de reportage est tombée un peu sur les fesses parce qu'on a interrogé plusieurs personnes et on s'aperçoit que personne ne connaît. Parce que c'est pas dans la culture. Soit on s'y intéresse pas et soit on n'a pas pris conscience du danger dans lequel on est. L'histoire, c'est quelque chose de la plus importante que le peuple noir doit s'accaparer. Je répète, on est l'un des peuples les plus millénaires de cette planète. Et si on n'a pas compris la place qu'on devrait avoir, qu'on est des lions sur cette planète et pas des chèvres, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ignorance fait foi. On a l'impression que les gens ont des téléphones portables, ils ont Internet, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram et j'en passe et des meilleurs, mais tout ça pour jouer. Et en fin de compte, les gens, nos ennemis d'en face, eux s'en servent pour faire quelque chose de nécessaire. Les Noirs, dès que je les vois sur Instagram, c'est pour danser. Et on n'a pas pris vraiment le sujet vraiment au corps.
que nous disait Carter G. Woodson, c'était que la base, Internet, c'est pour la connaissance jusqu'aux dents. Il faut vraiment s'en servir comme un outil essentiel dès qu'on l'utilise. Parce qu'en face, ils connaissent parfaitement ce qu'ils font. Et nous, j'ai pas l'impression qu'on est encore un peuple conscient aujourd'hui en 2022. Et c'est vrai qu'en allant voir Kémy Séba, qui nous donne vraiment des orientations, il nous dit déjà, soyez enstre noir. C'est pas qu'on n'aime pas les autres, c'est pas qu'on veut pas aimer les autres. Mais ça paraît tellement logique dans le danger qu'on est d'être déjà ensemble. Ensuite, se comprendre ensemble, ça me paraît plus logique et surtout faire du business entre noirs après. Et il a raison. Il a entièrement raison, Kémy Séba, et c'est la base de Carter G. Woodson. On voit qu'il nous le fait comprendre. Au départ, je vais juste parler sur Carter G. Woodson. Ça commence par un week-end noir. Ensuite, on passe sur le mois noir. La semaine. La semaine noire. Et ensuite, on passe sur le mois. Et Thibaut voudrait mettre l'année noire. Et il n'a pas tort, parce qu'aujourd'hui, dans le retard qu'on est, il nous faut vraiment une prise de un électrochoc. Mais je ne sais pas comment le faire. D'accord, l'année noire. Mais si on fait une année noire, excuse-moi de te couper, mais si on fait une année noire, ça serait quoi? C'est-à-dire que tout le monde se met à la culture noire, c'est-à-dire toutes les personnes noires, caucasiens. Il nous faudrait. Non, on efface les caucasiens puisqu'ils ne sont pas du tout de notre culture. Il faut vraiment que nos enfants puissent comprendre que leur culture est millénaire. Et que derrière ça, il y a du travail à faire. Aujourd'hui, on peut pas se dire que l'Égypte, que ça soit l'Afrique d'aujourd'hui, même du XXe siècle, soit ignorée par nos contemporains. Ce n'est pas normal. Je rappelle une dernière petite chose, que monsieur G. Woodson, il part un moment aux Philippines, parce qu'il a son diplôme de Harvard, il part aux Philippines. Qu'est-ce qu'il découvre aux Philippines? C'est une chose extraordinaire. C'est qu'il découvre que là-bas, dans toute cette région-là, que tout leur peuple connaissent leur histoire par cœur. Ils connaissent leur spiritualité, leur divinité, ils connaissent leur histoire. On est en 1910. Je remets la chose aujourd'hui en 2022. C'est pas dit que vous interrogiez un contemporain aujourd'hui, qu'il connaisse l'histoire de son pays parfaitement, avec ses origines, du pourquoi le découpage de l'Afrique et comment ça s'est fait. Et il est important de connaître ça. Parce que comment voulez-vous construire une soudure panafricaine si on n'a pas la base? Il nous faut une histoire commune, on a tous un peuple connu. Couleur, c'est pas une religion, ça fait pas un peuple, la couleur. Et ensuite, la religion, ça fait pas non plus un peuple. Donc, seule notre histoire commune passée pourra créer cette jonction commune et qui fera le combat panafricain de demain. L'important de comprendre ça, c'est pour ça que le combat du Black History Month de Carter Woodson, c'était l'éducation. Ok, donc ça serait pendant un mois éduquer la communauté noire, si j'entends bien ton propos. C'est à ça que ça sert. Le Black History Month, il faut vraiment que ça sert à ça, que toutes nos vidéos, que toutes nos recherches qu'on fait sur Internet, que toutes nos vidéos soient concentrées sur l'histoire noire. Soient concentrées sur ça. Et que si on peut en noter quelques informations, que ça puisse ensuite engendrer un autre dialogue, c'est-à-dire que dès que deux noirs se parlent, il n'y ait pas confrontation, mais amitié. C'est vrai ou pas amitié, mais en tout cas compréhension. Le même sort. C'est commun. Et ne pas connaître son histoire, on peut voir ce qui se passe en France aujourd'hui. Deux noirs se croisent, on a l'impression que c'est chien de faïence. Aux États-Unis, d'après ce que nous disait Kémy Séba, il y a une sorte d'alliance. Faites traverser la Manche, il y a une sorte d'alliance. Vous croisez deux noirs dans un supermarché, l'un fait un signe à l'autre, l'autre fait un signe à l'autre, pour dire « Ok, je comprends ta situation et je sais où tu vas venir. Si tu as besoin, je suis là. » En France, on n'a pas compris ça. C'est l'individualisme parce qu'on ne connaît pas notre histoire commune. C'est vrai que je me souviens quand j'étais en Australie, quand je voyais quelques noirs, on se faisait toujours un signe de la tête. Ça paraît C'était marrant, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on se saluait. C'est que c'est passé, et on ne voit pas l'image du danger. On n'imagine pas le danger dans lequel on est. Aujourd'hui, je rappelle juste une précision, que les dernières élections qui vont se dérouler là, il y a 3 partis, sur les 5 premiers,
Il y en a 3 qui sont extrême droite. Et ça vous fait pas tilt? Sur les 5 partis qui sont en France aujourd'hui, là, il y en a 3 qui sont extrême droite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, ça va péter. Ah ouais. S'il n'y a pas union, histoire et vite, je dis bien vite, à la vitesse grand V, si on ne s'unit pas, si on ne consomme pas noir, si on ne s'unit pas noir, on est dans la faim. C'est pas la Méditerranée qui va nous sauver. Voilà. Thibaut, je vais rebondir avec toi. Donc, comment ça se fait qui est ce Black History Month très anglophone, mais qu'en France, ça a l'air d'être inconnu cette histoire. Oui, c'est-à-dire que la France a délibérément choisi d'écarter le noir de la sphère française. C'est vraiment la réponse principale. C'est-à-dire que il fonctionne comme si le noir n'existait pas. Alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont assis sur un sol noir. Deuxièmement, ils savent pertinemment aussi que tous les biens, leurs biens de consommation, leurs richesses, ils les puisent sous les colonies. C'est-à-dire qu'ils vont les chercher en Afrique, ils vont les chercher en Amérique, dans les îles d'Amérique, pour les ramener ici. Mais ils ne donnent pas l'information à leur population. C'est-à-dire que la population boit du café matin, midi, soir, il ne sait pas d'où vient le café. Pour lui, le café, il est en France. Le chocolat, il est en France. Sa banane est en France. Sa lumière qu'il tire de l'uranium du Niger, pour lui, non, puisqu'il n'y a pas d'information. Donc forcément, la négation du noir en France, elle est culturelle. Dans une autre émission, je disais institutionnelle, mais non, c'est pas assez fort. Elle est culturelle, c'est-à-dire que les gens se sont mis dans la tête que bon, nous, on vit sans eux, même si on est avec eux, dans le sens où on prend tout ce qu'ils ont, mais on ne veut pas en entendre parler. Donc voilà pourquoi, en France, au final, le noir lui-même s'est mis dans la peau de son propre bourreau. Ce qui veut dire qu'en France, un noir, si tu lui parles d'un événement qui touche les Noirs ou les Africains, il te regarde avec un regard un peu interrogatif et puis aussi un peu surpris. Mais vous me parlez de quoi là, monsieur? Mais non, mais on est en France, quoi. En France, c'est l'universalisme. En France, mais non, en France, il n'y a pas tout ça, quoi. Pourquoi faire un événement pour les Noirs? Ben non, quand même, dans la République, ouais, oui, sauf que la République nie ton existence, la République t'écarte, la République fait en sorte que tu n'existes pas. On a même un exemple simple, c'est-à-dire que, en parlant du Mali, regardez la réaction de Macron. On dit à Macron, la France, de se retirer d'un territoire qui n'est pas son territoire. Et la réponse, c'est dire que non, nous, on partira quand on veut. C'est une négation qui est très très forte et qui a toujours été. Si on prend le cas des soldats africains, les soldats noirs en général, parce qu'on dit africains, mais ils viennent de partout, de la Nouvelle-Calédonie, un peu de partout, qui sont venus ici pendant les 2 guerres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement quand il fallait fêter ensemble la victoire, ils ont été déshabillés, tous déshabillés. Et certains ont été renvoyés chez eux, d'autres maintenus à la maison de force. Même ceux-là qui ont été renvoyés, par exemple, c'est légal, tiens-roy, parce qu'ils ont demandé d'être payés. Donc en fait, c'est une société qui vit dans un système un peu particulier, dans lequel le noir, pour eux, n'a pas d'existence. Et c'est un fait réel, en fait. C'est un fait réel qui est écrit aussi. Hein. C'est pas simplement des constats. On a le code noir
qui existe ici en France. Code noir qui est dirigé vers les noirs, qui existe. On a, après le Thibaut, ça coupe toujours, hein. code, oui, Ouais, ça coupe. Il y a des moments de coupure. Peut-être peut-être si tu te reconnectes avec ton portable, je sais pas si c'était sur ton portable là ou ton ordi, peut-être si tu changes, oui, oui, il faudrait ça va peut-être que améliorer. je change peut-être d'endroit. Ouais, je vais passer Peut-être sur que c'est le Hachensouth réseau, et peut-être. je te laisse regarder parce que ça coupe toujours. D'accord. Alors, Hachensouth, quand j'écoutais Thibaut, ça me faisait rebondir aussi en fait, sur deux choses. C'est que euh, on a deux pays qui n'ont pas forcément la même histoire. Je m'explique, c'est-à-dire que les États-Unis ont eu une sorte de reconnaissance de leur communauté. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la communauté caucasienne, il y a la communauté asiatique, il y a la communauté noire qui s'est battue pour ses droits avec Martin Luther King, avec Malcolm X, etc. Mais en France, on n'est pas dans ce, dans cet état d'esprit, un peu comme a dit Thibault, on est plus dans l'état d'esprit universaliste, la République, que tout le monde se mélange, liberté, égalité, etc. Et on oublie les communautés. Et c'est peut-être pour ça que parler du Black History Month, c'est un petit peu tabou. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi c'est pas reconnu en France? Bon, alors, c'est intéressant hein, ce que tu évoques parce que tu poses la question de savoir s'il y a communauté dans certains pays francophones et apparemment il n'existerait pas de communauté noire en l'occurrence. Excuse-moi, je te coupe parce que quand je fais ça, c'est que je titille, c'est-à-dire que je rebondis un peu sur ce qu'a dit Kémy Seba, parce que dans son entretien, il parlait beaucoup de la communauté noire, euh, être soudé dans cette communauté, parce qu'on dirait qu'en France, cette communauté des Noirs n'existait pas. Donc, je voulais avoir voilà, cet avis sur. Alors, justement, je voudrais savoir ce qu'on met derrière le mot communauté. Ok. Parce que, et je le redis, hein, c'est pas la première fois que je le mets en évidence, il faudrait vraiment s'interroger sur ce que signifie le mot communauté. Parce que s'il suffit juste d'avoir de la mélanine pour faire communauté, c'est un peu léger. C'est-à-dire que vous avez, pour moi, hein, en mémoire, de manière presque génétique, vous avez le marquage de ce qu'ont vécu les ancêtres au travers de leur chair, hein, au travers de leur psychisme. Il y a un traumatisme véritable qui se transmet de génération en génération. Monsieur Macron parle aussi de traumatisme et qu'on pourrait psychologiser l'histoire. Il y a ce qu'on pourrait dire des nègres de maison, pour qui ce que je viens de vous décrire, ils l'ont comme vous et moi, mais cet héritage-là, ils en font autre chose. Et ces nègres de maison, par rapport au Black History Month, aux États-Unis, on en évoque très peu. Par contre, dans les pays francophones, les nègres de maison, c'est comme une constance. D'accord? Est-ce que c'est particulier aux pays francophones et notamment ça s'exporte dans l'Hexagone parce que les nègres de maison, lorsque l'on organise Black History Month, je vais oublier de vous dire que Karfa Sirva Diallo, qui est l'initiateur, le directeur donc, du Black History Month en France, qu'est-ce qu'il en a fait? Puisque depuis 2018, cet événement est institué en France. Et j'en entends très peu parler. Moi, on entend quasiment pas parler. Hein. Alors voilà, comment pour lui l'identité du Black History Month en France? Lui, il pose que la thématique des personnalités et des activités doivent être orientées vers quelque chose qui a trait à quelque chose de populaire. C'est-à-dire que c'est autour de la danse, du basket, de la boxe. Ça signifie quoi? Où va-t-on? C'est ça le Black History Month pour la France? Alors, le Black History Month en 2022 a été célébré en Guadeloupe, la 5e édition. Et le personnage emblématique, c'est, je vous le donne en mille, Joséphine Baker. Oh! Non, mais c'est la figure emblématique pour le Black History Month. Karfa Sirva Diallo a décidé de mettre à l'honneur cette personne, que moi je n'ai rien à dire, mais qui a été intronisée
panthéon. Donc je reviens à l'idée que tu as posée en tout début. Qu'est-ce que ça veut dire être communauté noire, avoir des affinités entre soi, qui fait que, comme a dit Hatton, lorsque l'on voit que quelqu'un est en difficulté, une famille, un artiste, un politique, un groupe, et toujours je le dis, noir, on va porter assistance, on va porter de la voix pour que effectivement la dignité, la valeur soit restaurée. Ce n'est pas le cas, parce qu'il existe ces nègres de maison. Donc la communauté, est-ce qu'elle peut exister effectivement dans les pays francophones? C'est deux combats différents entre les États-Unis, les pays anglophones et les pays francophones. Il y a une constante. Et là, je vais poser quelque chose, parce qu'il est nécessaire de poser la question pourquoi le Black History Month prend cette orientation que je viens de vous citer là maintenant. Bah, en fait, tu poses beaucoup de questions, mais il faudrait que tu répondes aussi à tes questions. Alors, je pose la question, la diversion, pourquoi? La diversion est une arme de combat. C'est-à-dire que l'on va mettre quelqu'un hors d'état d'analyser les informations qu'on lui donne pour pouvoir qu'à un moment donné, il ne soit pas occupé vers vraiment des préoccupations qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'on va lui donner des informations qui vont créer la confusion et qui, à un moment donné, va l'éloigner de l'objectif. Alors, donc, est-ce que tu peux, en clair, vas-y, éclaircis un peu ton propos. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une stratégie que la diversion. Ça empêche d'agir. Donc, Joséphine Baker, par exemple, ça serait pas. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, Joséphine Baker, c'est bien. Alors même si elle a effectivement, dans un premier temps, en 1925-26, dans les années 26, elle a quitté quand même un territoire où la ségrégation raciale existait, mais elle est venue en France. Et qu'est-ce qu'elle en a fait de ce passé? Elle en a fait ce que vous savez. Danser avec des bananes? Elle a dansé effectivement avec des bananes. Il y a d'autres personnes dans son pays, aux États-Unis, qui ont pris le parti de faire autrement. C'est-à-dire que c'est une question de choix. D'accord? Lorsqu'on arrive en pays francophone, on devient un nègre de maison. Donc tu penses... C'est-à-dire que... Alors en fait, juste, tu penses que de mettre en avant Joséphine Baker, c'est une sorte d'hypocrisie? C'est-à-dire que... C'est une sorte de diversion. Mais voilà, exactement, on divertit, on met pas la vraie belle figure noire pour toujours rabaisser la communauté noire. C'est une diversion en vue et pour les personnes d'ascendance africaine, en vue de les détourner d'un objectif qui est, comme on le pose ici, de faire communauté. Ils ne peuvent plus trouver une identité qui est vraie et foncièrement ancrée sur des combattants qui avaient pour objectif d'acquérir un ancrage fort à la fois sur un continent et partout dans le monde entier. C'est-à-dire, je suis africain, je suis effectivement une personnalité, j'ai une identité qui doit compter dans le monde et dans l'histoire. Parce que j'ai apporté et j'apporterai une valeur ajoutée à notre existence sur cette terre et dans cette vie-là. Et on nous empêche et on nous détourne de cet objectif. Très bien. Alors, j'étais témoin de ça, puisque c'est vrai que ce que dit Cheptel, c'est vraiment important, parce que moi j'ai été dans cette réunion-là, et c'est vrai que j'ai vu Joséphine Baker, et j'ai posé la question, mais pourquoi Joséphine Baker? Vous avez Kwame Nkrumah, vous avez des résistants africains à Tire-Larigot, il suffit juste de mettre le doigt dedans, vous en sortez 1000. Pourquoi vous prenez vous avez des artistes tels que Thomas, enfin des guerriers tels que Thomas Sankara, des panafricanistes. Et elle a entièrement raison, quoi. Et qu'est-ce qu'on te répond à ça? J'étais avec des journalistes qui ont fait l'événement, c'est des gens de Bordeaux déjà. Ouais. C'est des Bordelais, des Nantais, etc. Et ils me disaient, mais j'avais l'impression que c'était des Bordelais blancs. Ouais. Et j'avais bien l'impression que ce Black History Month n'était pas fait pour les Noirs. Okay. Il était fait pour une population qui était en dehors de
qui était très blanchi, entre noir très blanchi. Ok. Alors, moi, je voudrais juste apporter donc un peu, voilà, renforcer les propos qu'on tient là, et notamment ce que vient d'ajouter Athan, c'est que je ne suis pas sur un procès d'intention, mais c'est à la limite. C'est-à-dire qu'on pourrait me dire, mais ils ont un budget, ils organisent, ils font ce qu'ils veulent. Non, sauf qu'ils s'emparent d'un événement dont ils ne sont pas à l'initiative. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, il y a volontairement falsification. C'est-à-dire qu'on essaye de détourner de l'objectif ce qui a fondé cet événement-là. C'est là où on crée la confusion chez les afrodescendants. Et pourquoi pas à ce moment-là s'emparer du Black History Month, c'est-à-dire nous-mêmes, la communauté noire, et qu'on le fasse sans passer par le prisme d'autres communautés, comme tu l'as dit à Shensout, par des Caucasiens, il faut dire les termes, et à ce moment-là que bah, nous, on mette en avant le Black History Month par des vidéos YouTube ou voilà, par la connaissance, par nos enfants, et qu'on le fasse nous-mêmes sans l'aide des autres, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on on fixe un mois pendant un mois, si vous avez des enfants, et vous leur dites tous les jours, vous leur racontez des histoires d'inventeurs noirs, etc. Alors, alors, on peut l'énoncer. Mhm. Et je reviens à ce que vous avez, on a Un peu comme les musulmans, ils ont leur ramadan, et ben nous, les noirs, on instaure que le mois noir, c'est le Black History Month, et on fixe tout sur l'histoire noire, tout simplement. Alors, moi, je dirais une chose qui est très importante, c'est-à-dire qu'encore une fois, on va sur un allant de soi. On dit que communauté, on devrait, mais communauté existe déjà. C'est-à-dire que lorsque Chirac parle effectivement du bruit et des odeurs, il cible et stigmatise des populations. Donc, il sait qu'il existe une communauté. D'accord? Donc, la question qu'on nous pose lorsque Kémy Séba pose « on fait communauté », c'est une montée d'un cran. C'est-à-dire que on peut faire autant de fêtes que l'on veut, on peut faire autant de cuisine que l'on veut, c'est la nôtre. Par contre, lorsqu'on doit rendre hommage à des combattants, là, ça pose problème. Et là, ça va vraiment poser problème, parce que ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de communauté en France, on le minore, on le stigmatise, on le pointer du doigt et qui est repris par l'extrême droite. Par contre, aux États-Unis, lorsque vous faites communauté, ce n'est pas la même chose. Alors, Vous faites communauté parce que vous pesez. Okay. Vous pesez dans la société parce que vous êtes un combattant. Vous vous battez pour des droits. En France, on ne fait pas communauté. On fait diversion pour la communauté autour de la danse, du sport. Je le répète, Carfa Sirva Diallo est dans cette logique. Ok, alors je vais donner la parole à Thibaut. Pour toi, si on est dans l'état d'esprit du Black History Month, on va dire que tu parles à tes enfants de tout ce qui est la communauté, du panafricanisme, etc. Pour toi, ça serait quoi comme figure essentielle qu'il faudrait parler en premier pour ce Black History Month? Si tu avais, je sais pas, un inventeur ou une personne ou dans la politique, quelqu'un qu'il faudrait mettre en honneur. Moi, je pense que là où nous en sommes aujourd'hui, nous devons et nous devrions tous les jours faire référence à nous. Bien sûr. Et à notre histoire et à nos réalisations. Je m'entends. Si on est en France, il est important de dire à nos enfants que la France, là où il est, il n'est pas étranger parce que le nom même de l'Europe, il s'agit de sa mère, de sa grand-mère, de son aïeul, puisque Europe, c'est une femme noire africaine. C'est le nom de ce continent. Et que, par conséquent, tous les jours, tous les mois, il
doit ou elle doit utiliser ces outils, non seulement pour se renforcer, mais ces outils pour faire des grandes choses. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un pas. C'est-à-dire qu'il faut sortir du folklore. Comme le dit Adjessou, pour faire autre chose. Il faut faire autre chose. C'est-à-dire, par exemple, il va falloir, c'est vrai, j'ai écouté un peu la première vidéo de Kémy Séba, c'est très bien, mais je pense qu'on doit se mettre dans une posture de grandeur comme l'a toujours été. Je donne un exemple. Il faut consommer noir, il faut consommer africain. Mais oui, mais dans ces conditions, on a un frère africain qui a mis en place un système de réseaux. Alors ça coupe toujours, hein. Mais vas-y, on t'écoute. Nous devons faire la communication de ces réseaux sociaux et communiquer à travers ces réseaux sociaux. Donc, si on crée quelque chose, il faut qu'on mette en avant ça. Vous dites, mais tiens, j'ai une page officielle d'un tel réseau social africain, il va falloir que nous communiquions à travers ce réseau social africain, non seulement un, pour faire connaître l'inventeur qui l'a fait en place, mais de deux, pour que nous ne soyons pas des, on va dire, des outils pour des boîtes de renseignement américains ou européens qui utilisent tous nos données pour faire ce qu'ils veulent. Je parle ici de Facebook. Quand on travaille à travers Facebook, on travaille juste malheureusement pour nos ennemis. Mais si on a des frères qui ont réussi à faire la même chose, il va falloir les mettre en avant. Alors ça coupe. Donc, il va falloir donner ces informations pour que réellement on se regarde. Je me regarde à moitié. À un moment, il faut qu'on fasse du 100%. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être engagé et mettre en avant nos chercheurs qui ont fait la même chose. C'est à nous de les mettre en avant, c'est à nous de les utiliser pour que ça soit connu et qu'on puisse faire en sorte qu'on soit vraiment en sécurité. Parce que quand on utilise ces genres de réseaux, on n'a aucune sécurité. Et en termes d'investissement, on nourrit toujours la bête. On est dans le ventre de la bête, on la nourrit toujours. Il ne faut plus qu'on la nourrisse. Donc pour l'Europe, c'est-à-dire que pour chaque continent, pour répondre à ta question, pour chaque continent, il faut des références. Si on se trouve en Amérique, du continent où on se trouve, la référence historique, elle est là. Si on est en Amérique, je disais qu'il faut faire référence aux premiers bâtisseurs de l'Amérique, c'est-à-dire les Olmecs, les Mayas, les Mochicas, qui ont fait ces grandes pyramides, qui sont des Africains entiers, qui ont fait du bon travail. Donc on a de la bonne référence. Ces références sont vivantes. Si on est en Australie, on a de la référence de ces premiers habitants d'Australie qui sont là, qui sont des sémoufos, on a de la trace, on a de la matière, on peut en parler de ces habitants-là. Si on est en Asie, c'est pareil. Si on est en Chine, on peut parler des premiers habitants de la Chine. Et ces premiers habitants de la Chine, ce sont des Africains qui sont là, qui sont réels. Ces écritures, ces savoirs, ces scientifiques, ils sont là. Donc, en fait, notre histoire est une histoire qui est utilisée par tout le monde pour nous nuire sans que nous-mêmes, nous l'utilisons comme outil. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est à nous maintenant de centrer cette histoire dans nos familles, dans nos enfants, dans nos écoles, pour que ça soit des outils de tous les jours. C'est vrai, il faut commémorer, c'est vrai, il faut des rituels, c'est vrai, il faut choisir des moments, des années, pour qu'on fasse communion ensemble et qu'on se réveille ensemble. Donc c'est important de le faire. Mais c'est tous les jours que ça doit être fait pour qu'on se renforce et qu'on se connecte avec nos anciens. Très très bien. Alors je voulais passer sur Aton, on va approcher bientôt de l'heure du podcast, on va bientôt conclure. J'ai lu, il y a un livre qui s'appelle Le livre des inventeurs noirs et savants noirs, qui est édité par l'Harmattan, mais c'est surtout moi le livre Mes étoiles noires de Lilian Thuram,
où à un moment donné, il y a une page consacrée aux savants noirs et, euh, et aux inventeurs, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'en ai tiré quelques-uns. Il y avait l'inventeur du réfrigérateur, John Steinhardt. Il y a aussi l'inventeur des feux tricolores qui est noir, qui s'appelle Garrett Morgan. La première chirurgie à cœur ouvert a été faite aussi par un noir, Daniel Hall Williams. Il y a aussi Percy L. Julian qui a inventé une mousse capable de combattre le feu. Et son invention a sauvé la vie de plusieurs soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a plusieurs inventions qui ont été faites par des Noirs et c'est vrai que c'est jamais mis en avant. Et je voulais savoir, toi, si à ton aussi, Ouais. t'en Moi, je, connaissais ou d'autres qui ont. oui, non, mais il y Il y en en a a plein. plein, et puis. Mais par contre, en fin de compte, c'est pas, déjà, oui, il faudrait s'approprier ça pour que nos jeunes soient plus dans la vision de l'estime d'eux-mêmes. Oui, mais c'est Et surtout, juste je pour voulais rebondir, rebondir sur le fait que, comme disait aussi Thibaut, il faudrait en fait pas faire que un mois, mais en fait faire ce mindset de le faire ah oui, ça toute ah oui, l'année et de l'inculquer à nos enfants, quoi. voire même C'est plus nos enfants. intéressant, j'allais un peu à la lumière parce que je sais beaucoup que ça s'éteint. Ouais. C'est le truc, ce serait même, dirais-je, mettre des cours en fin d'études, c'est-à-dire en fin d'études, une fois par semaine, soit le week-end, soit le samedi, de mettre un jour par mois pour nos jeunes, pour qu'ils soient plus dans le combat et plus afro-centrés. Mais je vais en venir à Carter Jim Woodson. Thibaut, Thibaut, il faut que tu coupes ton micro, on entend un écho en fait. Je crois que tu dois Ok, avoir ton ordinateur qui doit être allumé, ça fait écho. Je vais revenir à Carter ok, Jim je vais Woodson, l'éteindre. Ouais, coupe le micro, ou coupe qui en l'ordinateur, ouais. dit, et je vais revenir à ce monsieur, puisqu'en fin de compte, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il nous a ouvert la voie, en fin de compte. Il suffit juste de lire et de prendre ses écrits. Faut pas oublier que Carter, c'est pas concentré simplement du moi pour la propagation de la connaissance pour les Noirs. Il a aussi écrit une douzaine d'ouvrages. Et parmi ces douzaines d'ouvrages, il y a The Miseducation of the Negro, paru en 1933. Et dedans, tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est un petit ouvrage qui est pas très gros, qui se trouve soit à la FNAC, depuis 2012 d'ailleurs, faut le préciser, parce que c'est récent, 2012, hein, ou soit à ta mairie. Donc privilégions les librairies de chez nous, ta mairie, et sur la réflexion et le démantèlement psychologique de la population noire par les Occidentaux. Et je veux juste lire très rapidement le résumé du bouquin parce qu'il veut tout dire. Il dit, écrit en 1933, La mauvaise éducation du nègre est un ouvrage essentiel pour saisir l'impact de l'esclavage sur les mentalités et les attentes des Afro-Américains. Carter G. Woodson dénonce le racisme du système éducatif blanc qui martèle aux Noirs leur infériorité en valorisant les apports blancs à la civilisation, de leur civilisation au détriment de ceux des Afros. Ça veut tout dire. C'est qu'il faut nous réapproprier ça. Et dans ce bouquin, qui est écrit en 1933, on ne va pas refaire la roue à chaque fois. Il suffit juste de reprendre, lire, et c'est bon, on l'applique. Eh bien écoute, on peut déjà faire pas mal de choses si on l'enseigne déjà aux jeunes et aux générations futures. Je veux juste te dire ça, et je veux dire juste que Carter, c'était aussi une maison d'édition. Il n'a pas fait que ça, il a fait aussi une maison d'édition. Il a fait 12 bouquins, certes, mais cette maison d'édition, elle permettait aux Noirs, à l'époque, de produire des connaissances. Parce qu'avant, il n'y avait pas de Blancs qui vous ouvraient les portes. Donc, seules les éditions noires faites par Carter pouvaient faire ces productions noires. Mais il faut nous approprier ces connaissances, même si c'est dur, je sais que c'est très dur pour nos générations futures. Pour l'instant, j'ai pas la solution. J'ai pas la solution miracle. Je sais pas si on pourrait se rendre dans les établissements, ouvrir les portes, mettre une éducation sur YouTube. Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution encore vraiment vivace, mais j'aspire à tout le monde de la trouver ensemble. Et si quelqu'un a des idées, de le mettre en commentaire et puis de nous dire qu'est-ce qu'il proposerait. Peut-être qu'on trouverait peut-être la solution ensemble, en étant Muntu. Très bien.
Hachensout, toi, si tu devais appliquer ce Black History Month et si tu avais aussi des personnes noires qui, que tu penses qu'il faudrait vraiment mettre en avant et à l'honneur, et en même temps, voilà, rebondir un petit peu sur ce que disait Aton, sur son propos, qu'il Oui, fallait être Muntu. alors euh, c'est très court, hein, ce que je voudrais dire, c'est par rapport donc à ce que vient de dire Aton, hein, et puis toi aussi, hein, lorsque tu as mis en avant donc un certain nombre d'inventions qui auraient été donc portées, et je s'en suis sûre, par des personnes donc noires. Ça, c'est très important de le rappeler. Et les enfants devraient être au courant de tout ça. On devrait éduquer les jeunes au plus des 4-5 ans, hein, au moment où ils apprennent à lire, 4-5-6 ans. Euh, je fais le parallèle avec ce qu'on appellerait le combat des minorités. C'est-à-dire que aujourd'hui, la cause et le combat noir est englué et un peu pris dans un système dans lequel on a le sentiment que tout est aplani et que tout se vaut. C'est-à-dire que le combat des femmes, par exemple pour la libération des femmes, c'est aussi le combat équivalent pour la libération donc des Noirs du fer, des fers, que le combat des LGBT, c'est le combat équivalent des Noirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette société, dans la société occidentale, le combat, donc, le combat en lui-même est équivalent. Hein, et pour ça, on est le législateur, hein, porté effectivement par des revendications populaires, est amené à prendre des dispositions légaux, hein, à voter des lois pour justement atténuer les discriminations comme on le dit aujourd'hui. Sauf que dans la question qui nous agite, et qui nous habite même au niveau du continent, va beaucoup plus loin qu'une question d'égalité et de dignité. C'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui de passer à une autre lecture, à un autre narratif, qui n'est pas seulement celui donc de la victime et du bourreau, mais tout simplement de mettre effectivement l'Afrique au centre du monde. C'est-à-dire qu'au niveau héliocentrique, tout tourne autour de l'Afrique. Et ça, il est temps de le reconnaître. Et pour revenir à l'exemple de Joséphine Baker, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on passe de manière un peu inaperçue, hein, dans cette confusion donc des consciences, c'est qu'on a affaire à un égrégore. C'est-à-dire qu'on met en avant un personnage qui va catalyser toutes les énergies que porte effectivement l'Occident pour ne pas mourir. C'est-à-dire que introniser aujourd'hui une femme comme Joséphine Baker dans un temple qu'on appelle le Panthéon, qui est un temple qui était autrefois dédié aux dieux, donc il y avait effectivement des célébrations pour pouvoir effectivement tirer de l'énergie, ce n'est pas fait de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui, et l'Europe et notamment la France, c'est qu'elle est en perte de vitesse dans sur un certain nombre de questions qui a trait à l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tuer des présidents, museler effectivement des revendications populaires pour empêcher la population de devenir des peuples, la France aujourd'hui, et je dis bien que c'est un combat d'arrière-garde, mais pas uniquement, elle est spirituelle, est en train de mener une bataille qu'elle a envie de gagner sur un plan et à un niveau où elle fait intervenir des énergies qu'on appelle des égrégores. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle intronise Joséphine Baker et qu'on fait le Black History Month en Guadeloupe, en mettant donc à toutes les sauces, parce que y a eu des films
Et le film qui a été le plus produit et le plus montré, hein, c'était un film autour de Joséphine Baker, Un destin français. D'accord ? Et on va en Guadeloupe, après les manifestations qui a eu lieu donc dernièrement, sur le non au pass vaccinal. Donc, aujourd'hui, la bataille qui se mène est une bataille des titans qui se situe au niveau spirituel. Voilà. Ok, et le mot de la fin pour Thibaut, concernant ces inventions des Noirs et puis le Black History Month, etc. Juste pour conclure, un dernier avis. Après, je voulais, Ouais. en fait, même pas, je voulais même pas conclure sur le Black History Month parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je voulais avoir ton avis, Thibaut, sur ce qui se passe en ce moment au Mali. Faire une parenthèse, parce que c'est Ah, vrai que le Mali, ça bouge beaucoup. Et je voulais avoir l'avis de Thibaut sur ça. bah, Daniel, D'accord, ok, très bien. Bon, juste rapidement sur les inventions, c'est que en réalité, pratiquement toutes les grandes inventions scientifiques sont des inventions africaines, sauf on a juste changé les noms des personnages pour essayer de les attribuer, on va dire, à des Européens ou à des Américains, notamment bon, en termes de médecine. L'inventeur, on va dire, celui qui met en place la médecine moderne, c'est Imhotep. C'est ce pharaon, ce grand intellectuel et chercheur africain de l'Égypte et du Soudan. Ces richesses sont encore aujourd'hui d'actualité. Toutes les recherches qui ont attrait à la vie de l'humain sont des recherches faites par les Africains. Et ceci dit, dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui nous est extérieur parce qu'il s'agit de la vie. Et puis, sur cette vie, on était les premiers. On est resté des millénaires. Donc, pratiquement toutes les inventions, on les a tous couchées. Les autres reprennent, ils mettent leur nom et ils écartent. Ils n'ont pas le courage de dire ce qu'il faut dire. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait dire. Donc, il faut en parler à tout le monde, aux enfants, aux collègues de travail, à tout le monde, pour leur faire comprendre qu'effectivement, s'ils arrivent à écrire, c'est une invention africaine. Hein. S'ils arrivent à faire l'informatique aujourd'hui, tout ça, ce sont les fractales. C'est des origines africaines, tout ça. Donc, tout ce qui nous entoure, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment se reprendre en main, retrouver sa liberté, et puis après, tout va ressortir. On pourra effectivement choisir, faire un bon agenda, un bon calendrier et avancer de façon un peu, on va dire, sûre et autonome. Maintenant, sur le Mali, comme tu dis, Thomas, c'est que effectivement, en ce moment, il y a le gouvernement malien a demandé à la France de partir sans délai. Et il se trouve que aujourd'hui, le président français et son premier ministre bombent un peu le torse en disant qu'on ne va pas leur dicter le départ du Mali. Mais sauf que c'est un territoire qui est indépendant. Les mesures que prennent les dirigeants de ce pays, c'est les mesures autonomes. Donc à partir du moment où on te dit de partir d'un territoire qui n'est pas le sien, tu pars. C'est une règle basique. C'est là où on se rend compte que les gens sont complètement ailleurs quand il s'agit de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison. On est complètement perdu. On ne raisonne plus, on est complètement perdu. Il suffit de voir tous les politiques français. Et ils parlent d'un ambassadeur du Mali qui doit repartir parce que l'ambassadeur de France au Mali est parti alors qu'il y a 2 ans. Il y a plus de 2 ans, il n'y a plus d'ambassadeur ici, il n'y a plus d'ambassadeur en France du Mali. Donc vraiment, en fait, c'est les gens qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme ils sont assis, on leur apporte quelque chose, on dit, mais ça, c'est l'Afrique. Et ils se réveillent. Ah bon? Qu'est-ce que je dois dire? Là, c'est pas réfléchi, c'est pas construit, c'est du n'importe quoi. Donc, moi, je pense que cette révolution qui a pris corps et qui démarre au Mali, il faut absolument
que nous montons dans ce train, que nous soutenons ces autorités pour que la révolution qui a débuté au Mali gagne les Amériques, gagne les Antilles, gagne la Guadeloupe, gagne les îles qui sont en Amérique, et que tous les peuples noirs qui sont aujourd'hui encore sous la mer puissent revenir en surface et se libérer complètement, totalement et partout. Donc voilà un peu ce qui se passe au Mali. Se passe au Mali aujourd'hui, la libération des peuples africains. Très très bien. Daniel vient de faire son apparition. Tu voulais rajouter aussi un mot? Salut. Oui, donc je voulais dire que bon, je partage l'enthousiasme de Thibaut, mais ça ne va pas être facile parce que en face, ils sont tenaces. Il n'y a qu'à voir l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de l'URSS, enfin de la Russie, ex-URSS. Et ces histoires d'Ukraine, ça fait, bon, on en parle maintenant, mais ça fait quand même quelques années qu'ils essaient de mettre la Russie en difficulté à partir de leurs anciennes républiques de l'URSS. Donc, je pense qu'il faut un peu tempérer l'enthousiasme ambiant parce qu'ils ne vont pas lâcher comme ça. Parce qu'on parle d'intérêt, donc c'est même pas les Français ou quoi, c'est des multinationales, c'est la haute finance, c'est tout ça qui sont derrière tout ça. Et que ces gens-là, ils avaient un agenda. Donc l'agenda devait passer par commencer. Donc il devait commencer par le Sahel, donc le Mali, et après aller vers tous les pays côtiers du Golfe de Guinée. Donc comme ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient au Mali, maintenant, vous allez voir, ils vont se diriger vers... puisque c'était le plan qui était prévu. Donc c'est un plan... ces gens-là, ils voient les choses à l'avance. Ils prévoient les choses. Et donc je voulais aussi qu'on porte notre attention par rapport aux sanctions qui ont été prises et qui vont lourdement impacter les populations déjà qui... Quand tu parles de sanctions, c'est-à-dire pour la Russie, c'est ça? Non, non, les sanctions par rapport au Mali. Ah, au Mali, ok. Par rapport, bien sûr, bon, les Russes, je pense qu'ils ont prévu le coup, mais parce que les Russes, bon, ils peuvent quand même se reporter par rapport à leurs alliances. Donc d'autres pays, ils peuvent, par rapport à l'Iran, par rapport à la Chine, donc c'est pas un problème ça. Mais c'est surtout le Mali, donc avec les sanctions de la CEDEAO, plus les sanctions de l'Union européenne, qui vont lourdement impacter la vie des populations. Et en plus, on sait que bon, dans ces régions-là, surtout au nord du Mali, les conditions de vie sont très rudes. Donc ça ne va pas arranger les choses. Okay. Donc il ne faut pas croire que ça va être facile. Je vais juste répondre légèrement à Daniel. Daniel, tu sais, depuis 1000 ans, les Européens sont en Afrique. Et depuis 1000 ans, ils ont mis l'Afrique sous l'eau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et c'est-à-dire que si eux, ils réfléchissent et qu'ils prennent de l'avance, mais dis-toi que nous sommes des humains. Nous sommes les premiers à avoir fait des stratégies, à réfléchir. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, les Français sont en train de rentrer. Ils
ils sont en train de rentrer aujourd'hui. Et c'est depuis, je ne vais pas aller très loin, hein, parce que le Mali est un grand pays, est un grand royaume qui est très connu, mais je vais prendre juste 60. Depuis 60, à part Modibo, qui avait dit non à la France et qui avait créé sa monnaie, qui a été dégommée, tous les autres qui ont suivi n'ont plus rien dit, y compris dans toute la sous-région. Et là, on a des jeunes qui arrivent, 38 ans, 40, qui arrivent, qui disent, écoutez, nous, c'est bon, c'est fatigué. On est fatigué, maintenant vous partez. C'est rare. Donc, ça veut dire qu'ils ont réfléchi aussi avant de poser l'action, parce que je signale qu'il y a des milliers de militaires français qui sont au Burkina Faso, qui sont au Mali et au Burkina Faso, et il y en a qui sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement encerclés. Mais ça n'empêche pas de dire à un moment que les gens doivent partir. Parce que la réflexion et l'anticipation, ce n'est pas que simplement du côté du bourreau. Parce que les gens dont tu parles, c'est quand même des bourreaux. Ça fait depuis 1000 ans qu'ils terrorisent le Mali et que ça fait 1000 ans qu'ils ont complètement dépeuplé le Mali. C'est là que la région de Caille, tous les habitants de la région de Caille, c'est là où il y a toutes les richesses, mais ils sont en France. Les habitants de Caille, ceux qui sont dans les foyers, sont à Cotra. Moi, je serais plus d'accord avec Daniel quand même. Hein. On est avec des monstres. Ces gens-là, ils ne lâcheront pas. Leur intérêt, il est en Afrique. Leur survie est en Afrique. Ils n'ont pas l'Afrique, ils tombent. Il faut vraiment voir le monstre qu'on a en face. Daniel a entièrement raison. C'est pas une petite victoire qui va nous sauver. On devrait être plus attentif encore. On devrait être plus... je sais pas comment faire, mais il faut c'est un monstre qu'on a en face. Il faut vraiment pas le sous-estimer. D'autant qu'il n'y a pas que la France, il y a toute l'Europe derrière. Les États-Unis aussi. L'Europe derrière, et ces gens-là ont besoin de l'Afrique pour survivre. Ils n'ont pas le choix. Donc s'il n'y a que le Mali, il va y avoir des dégâts. Il y a des velléités de se sortir de cette nasse. Il ne faut pas oublier, il faut sortir aussi du franc CFA, il faut sortir des accords militaires, des accords commerciaux, des accords, il y a tout ça. Donc, attends, moi je comprends votre position, mais encore une fois, je dis que la stratégie n'est pas forcément du côté du bourreau. Et j'ai l'exemple d'Haïti. Haïti était dans la même position, démunis, ils étaient en face des coalitions françaises, portugaises, allemandes, et ils étaient complètement démunis parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils étaient vraiment dans une situation d'esclavage. Oui, Haïti je finis juste. Vous dire que dans une position de démunis, ils ont réussi à l'époque à vaincre la plus grande armée de Napoléon avec tous ses généraux. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque où le Mali a aussi ses alliés. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a le Venezuela. Il y a aussi l'Afrique qui sont avec eux. Et il y a vous qui êtes aussi avec eux. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes avec eux. Donc je pense qu'un combat se fait d'abord de façon stratégique et psychologique. On ne peut pas se confier à son bourreau, dire qu'il est trop fort. Non. C'est pas possible. Non, je ne dis pas ça, mais je dis que c'est nos velléités. La victoire, c'est gagner. La victoire, c'est gagner la victoire. C'est pas gagner un combat. Et c'est pas gagner un round, comme dans un match box. C'est gagner le match de boxe. Et c'est important de comprendre que le match n'est pas encore gagné, quoi. Eux, les Occidentaux, ils sont capables de durer 100 ans sur un truc. On connaît leur ténacité. On voit Haïti. Même aujourd'hui, Haïti n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'ils ont une rancune qu'ils ont gardée depuis 170 ans. Des fois, ils l'ont encore. Des fois, on peut penser, on peut surestimer l'adversaire, mais des fois, quand l'adversaire il n'est pas habitué à se faire combattre, des fois, il peut chavirer rapidement. Regardez les États-Unis face au Vietnam. Le Vietnam a bien réussi ou
comment ça s'appelle déjà? Oui, mais Afghanistan. L'Afghanistan, ils ont bien réussi à s'en sortir. Pourtant, L'Afghanistan. ils ont les États-Unis, ils ont toutes les puissances contre eux. Oui, Donc mais peut-être que le le peuple Mali, sera avec. Hein. ouais. non, on Peut-être va qu'il dire faut, que il le faut des Vietnam, c'est fois, une guerre lasse que les Américains ils ont abandonné le Vietnam. Mais c'est pas du point de vue militaire, parce qu'ils pouvaient, s'ils avaient voulu, ils auraient exterminé les Vietnamiens. C'est pas comme ils ont exterminé les Indiens, c'est pas un problème. C'est pas de ce côté-là. Pas de ce côté-là. C'est pas du côté au niveau puissance armée. militaire. Mais je pense que en fait, on peut, bon, c'est déjà un premier pas, mais pour que il faudrait une unité, il faudrait que les autres pays de la sous-région commencent aussi à aller dans ce sens-là. Parce que ce pays-là tout seul, vous avez bien vu qu'ils sont partis. Pour moi, bon, je les vois, hein. Ils rentrent, c'est vrai, mais j'en vois d'autres qui partent. Hein. Donc, enfin, tu comprends ce que je veux dire, Thibaut. Donc, non, mais Daniel, je comprends exactement ce que tu veux dire. Et je vois aussi les réalités. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire. Hein. Nous sommes on va dire, les plus vieux sur cette terre. Hein. Ça fait des millénaires qu'on est là. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il faut de la constance. Et pas dire, oui, bon, ils sont partis, ok, mais ils sont partis où? Ils sont partis à côté, au Niger. Ils vont aller le petit là qui a pris le pouvoir au Burkina Faso, c'est pas Goïta. Tu sens qu'il est encore plus jeune, donc il suffira qu'on le bouscule un peu et puis il va composer avec. Peut-être, alors qu'il est jeune, peut-être que c'est pas Goïta, mais ça peut aussi servir d'exemple. Le fait qu'il se révolte, ça peut réveiller les consciences. C'est comme Kémy Séba. Kémy Séba, il a pas un pistolet, il a pas tout ça, il a son parcours, mais au moins il fait un meeting et tout de suite il élève les consciences. Et Kémy Séba a commencé petit et maintenant il a des millions de personnes. Donc peut-être que le Mali, Burkina Faso, etc., il commence petit, mais c'est peut-être cette petite chose qui va amener les grandes en fait. Ouais, tu veux dire que ça va faire peut-être une grosse... Effet boule de neige. Une boule au début elle est toute petite et après boum, ça, comme une graine. Hein, une graine au début c'est minuscule et après ça devient un arbre immense. Est-ce que les Africains sont prêts à mourir pour leur pays? Moi, c'est la seule question que je me pose. En France, je trouve des Français qui sont prêts à mourir pour la France. À Paris même. Pas sûr. Est-ce que des Africains sont capables de vouloir mourir pour leur pays? Ils meurent déjà. Attends. Non, mais même s'ils meurent déjà, c'est économique ça. Mais aujourd'hui, la mentalité qu'ils ont. Attends, en ce moment, sur le front, il y a beaucoup de gens qui meurent. Parce qu'ils sont en train de se battre depuis des années contre les Français qui occupent leur territoire. Au Burkina Faso, au Mali et même en Côte d'Ivoire, où c'est pratiquement, ils ont la mémise. Mais il y a des gens qui se battent tout le temps, mais qui meurent pour leur pays. Il ne faut pas croire que les gens ne sont pas prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir. Mais la constance naît aussi d'une victoire et d'une stratégie. La constance ne vient pas tout seul. Je pense qu'il faut se donner la confiance. Il faut se donner les éléments de stratégie pour pouvoir y arriver et ne pas mettre toute sa confiance dans celui qui, depuis 1000 ans, ne fait que te mettre, on va dire, son genou sur ton cou. Il faut en sortir de là. Il ne faut même pas leur accorder aucun crédit, ni aucune puissance surdimensionnée. Non, il faut se battre pour s'en sortir. Quoi qu'arrive, et quel que soit là où on se trouve, on doit se battre pour libérer son peuple. C'est hyper important. Attends, t'as coupé ton micro? Ouais. Après, c'est pas la seule grande révolution qu'il y a eu en Afrique. Il faut se rappeler de l'histoire. Moi, je me souviens du Congo, de 63, je me souviens de Madagascar de 72, je me souviens du Sénégal de 68. Mais je pense que il faut avoir raison garder surtout et surtout être solidaire. Ça, c'est une chose. La solidarité, il faut l'avoir. Il faut être avec son peuple pour le combat.
mais il faut surtout pas oublier comment ils font leur travail après. Puisque ils ont une histoire, ces pays-là, les Occidentaux, et ils sont capables d'être... il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt à mourir. Aujourd'hui, je répète la question, qui est prêt à mourir pour l'Afrique? Bah, ça serait une question qui est... Moi, pourquoi? Parce que je vois le Mali. Le Mali, je le vois. Mais ils sont musulmans. C'est-à-dire que derrière, c'est l'Algérie, c'est les pays arabes. Aujourd'hui, c'est eux qui vont, si c'est pas les Occidentaux, ils vont peut-être se retourner vers les pays arabes. Je rappelle que ces pays-là, ce sont des pays colonisateurs. Est-ce qu'ils sont prêts à enlever l'islam de chez eux? Est-ce qu'ils sont prêts à devenir africains? Ils sont prêts à mourir pour l'Afrique? Il faut vraiment se poser les vraies questions à la base, et j'espère que je me trompe. Hein. Mais aujourd'hui, il y a très peu de vrais panafricains sur le continent. Après, peut-être que je me trompe, mais des gens qui sont prêts à mourir en Occident, il y en a des paquets. Va attaquer la France un jour, tu vas trouver des patriotes. Va attaquer les États-Unis, tu vas trouver des patriotes armés jusqu'aux dents. Aujourd'hui, on attaque l'Afrique qui répond. Il faut vraiment qu'on se pose les vraies questions sur qui on a en face. C'est un monstre. Et il faut vraiment être prêt. Être prêt. Et c'est dans tout, dans l'esprit, dans l'âme, dans la tête, dans tout. Ils vont pas nous faire de cadeaux. Et j'espère qu'il va y avoir un électrochoc au Mali. Hein. Je le souhaite. Alors ça c'est une très bonne question et on va laisser les internautes commenter sur ça parce que si c'est le but du podcast. Là ça fait quand même ça fait 1h15 qu'on en parle, mais en tout cas c'est un super sujet. Merci beaucoup d'avoir débattu sur Black History Month et ensuite sur le Mali, c'était très très intéressant. Que dire de plus? Qu'on se revoit très prochainement pour un prochain podcast. Et puis portez-vous bien. Ouais, on continuera bien sûr sur le Mali s'il y a encore plein d'actualités. Là, on va bien sûr couvrir ça. Il y a les livres de Thibaut Obou qui sont très intéressants et qui sont dans la description YouTube de la vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder ou nous suivre sur les plateformes, les Google Podcasts. Il y a aussi Aton qui veut nous présenter un livre du jour. C'est celui de Kémy Séba. L'Afrique libre ou la mort. L'Afrique libre ou la mort. Tu l'as lu? C'est super intéressant. Okay. Franchement, le livre est vraiment plein d'ouvrages et je peux dire qu'il est super accessible à tous. Et en plus, il a mis des images. Okay. Donc, pour ceux qui n'aiment pas lire, là, on peut pas dire qu'on ne connaît pas Béanzin, qu'on ne connaît pas Taïtou Betoul ou Anténor Firmin, qu'on ne connaît pas Marcus Garvey. Il a vraiment mis tout ça en détail. Franchement, il s'est vraiment foulé. C'est un super bouquin. Et je ne m'attendais pas à le dévorer. Et franchement, c'est l'Afrique libre ou la mort. Ça devrait être notre slogan. Très bien. Et c'est le tome 3. Est-ce que tu as lu les deux premiers? Non, malheureusement. Les deux premiers, je pense que je vais y jeter un œil parce que j'aimerais bien savoir aussi s'il parle un peu de sa vie, qui rentre en profondeur sur son personnage. Ça serait intéressant de le voir. En tout cas, tout Africain devrait penser comme ça, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Okay. Même en diaspora, on n'est pas vraiment dans ce terme-là. Et là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui pense libre ou mourir. Je voudrais un jour arriver à cette hauteur-là. Et il n'a que 40 ans, hein, le gars. Très bien. C'est vrai que Kémy Séba, il a toujours été en avance sur son temps. Il a commencé à une vingtaine d'années. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir participé. C'était encore un podcast riche en informations et en débat. Donc, c'était vraiment c'était un plaisir de faire ça avec vous. Passez une bonne soirée. Pensez à commenter, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très très bientôt. Bye bye tout le monde. Salut. Bye bye, à bientôt.